choisir le pupitre ou être assis avec nous. Bonjour à toutes et à tous. J'avoue, je vous demande d'excuser mon accent belge. Et puis je vais faire des fautes en français. Tous mes remerciements à Bruno et l'équipe de Planète Altruiste pour cet événement magnifique. Je vais donc Antidote Europe, une association de scientifiques créée par des anciens chercheurs du CNRS. Vous avez beaucoup de dépliants dehors. Et nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui, en tant que présidente, une juriste qui s'appelle Estelle Boucli, qui va peut-être dire quelques mots après. Et donc, moi, je voudrais faire le lien d'abord entre l'altruisme et est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose? C'est une question qui m'a interpellé il y a beaucoup d'années. Et maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'occasion propice pour présenter cette pensée. Est-ce que l'altruisme est naturel? Est-ce que l'évolution favorise l'altruisme ou l'égoïsme? Et donc, c'est une question très philosophique. Et moi, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas philosophe, je suis vétérinaire. Par contre, pour moi, quand j'ai cherché la solution ou une réponse à cette question, eh bien, je me suis rendu compte, il faut regarder dedans son corps, nos cellules qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rarement font la grève. Et ces cellules magnifiques, donc de temps en temps, donc elles œuvrent, elles travaillent tout le temps, de temps en temps, c'est normal qu'ils vont faire des fautes. Mais elles se corrigent. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cellule, eh bien la cellule va tout essayer pour régler l'affaire. Et si c'est impossible de régler l'affaire, eh bien la cellule va se suicider. Je reviens aux choses qu'a dit Pablo. Donc la cellule se suicide pour protéger l'environnement et pour le bien des autres. Par contre, si ce mécanisme est perturbé, donc je vous donne l'exemple, l'exemple le plus connu, c'est le gène P53, qui est considéré comme le gardien de la cellule. Si ce gène est perturbé, est abîmé à cause des pesticides, pollution, perturbateurs endocriniens, etc., donc ce mécanisme ne va pas fonctionner. Et donc la cellule, au lieu de se suicider, va continuer à se multiplier avec cette maladie. Et c'est ce que l'on appelle le cancer. Donc pour moi, en regardant ce qui se passe dans notre corps, eh bien pour moi, l'altruisme, c'est quelque chose de base que nous possédons tous. Donc nous sommes tous à la base altruistes. Ça, c'est pour faire le lien entre l'altruisme et Antidote Europe, si vous voulez. Alors, je vais donc... Qu'est-ce qui m'a lancé dans cette enquête concernant l'expérimentation animale? Eh bien, quand j'étais jeune étudiant vétérinaire en Afrique du Sud, je suis tombé sur une revue sur l'expérimentation animale. J'étais choqué et je me suis tout de suite lancé dans des débats avec des chercheurs et des médecins qui me répondaient « Nous aimons les animaux, mais nous aimons les bébés encore plus. » Et je n'avais pas de réponse. Parce que mes arguments étaient moraux, éthiques. Je n'avais pas des connaissances suffisamment scientifiques pour répondre à ce genre de ce que j'appelle du chantage émotionnel. Alors ça, il y a 40 ans. Donc je ne vous cache pas, je ne veux pas vous donner mon année de naissance. Mais faites le calcul. Donc. Ça fait 40 ans donc, que je cherche des réponses scientifiques. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes merveilleuses, des chercheurs, des sages, beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, etc. Et donc aujourd'hui, je suis convaincu que le plus grand défi pour arrêter l'expérimentation animale, ce n'est pas la technologie, c'est la communication. Comment communiquer quelque chose de complexe au grand public et aux élus qui n'ont pas forcément une formation scientifique. Ça, c'est le plus grand défi. Et c'est une des raisons pour laquelle nous voudrons voir le Parlement français créer une commission d'enquête parlementaire, pas sur la souffrance animale, qui est une évidence, mais sur la validité du modèle animal. Ça veut dire, est-ce que l'animal peut prédire
l'effet d'une substance chimique ou d'un médicament sur la santé humaine. Alors, je vais vous donner tout simplement 2 exemples pour illustrer de quoi il s'agit. Donc, je vais vous donner l'exemple du Botox et du bisphénol A. Donc, le Botox, tout le monde connaît, mais personne ne l'utilise parce que nous sommes tous beaux. Donc, le Botox contient la toxine botulique. C'est la substance la plus toxique connue à la science. Il n'y a pas plus toxique que la toxine botulique. Et donc, pour vous donner une idée, dans un petit flacon qu'on va trouver dans une clinique esthétique qui contient 1 000 litres de liquide, pour vous donner des piqûres pour enlever vos rides, ce petit flacon tue 500 souris. Donc, sachez à quel point c'est toxique. Et donc, pendant des années, le fabricant, les industriels, les chercheurs ont dit impossible de remplacer l'utilisation des souris pour tester donc, avant de mettre ce produit sur le marché, il faut bien tester la bonne dose, la puissance de chaque lot. Et donc, on fait ça utilisant des souris parce que la souris est une des espèces les plus sensibles aux effets de la toxine botulique. Et donc, les chercheurs ont dit impossible de remplacer, oubliez. Alors, heureusement que le Botox a une application cosmétique et médicale. Et donc, une association aux États-Unis de protection animale a utilisé cette astuce pour, si vous voulez, obtenir un tsunami d'opinion publique contre le fabricant qui a persuadé le fabricant de mettre la main dans la poche et de développer une méthode substitutive pour remplacer les souris. Ça a pris 10 ans, mais ça aboutit à une méthode qui remplace complètement la souris. Ça utilise en l'occurrence des cellules humaines neuronales, donc en culture, ça fait mal à personne, et donc c'est ce qui remplace la souris. Alors, c'est un exemple par excellence parce que ça vous montre que nous possédons aujourd'hui la technologie pour remplacer les tests sur les animaux, pour la substance la plus toxique connue à la planète. Donc, il faut se poser la question, si nous possédons cette technologie, est-ce que ce n'est pas aussi possible de remplacer les tests sur les animaux pour les substances beaucoup moins toxiques, par exemple les substances pharmaceutiques? Alors, évidemment, oui. Le problème, c'est que les produits cosmétiques sont plus connus. Par exemple, nous avons le choix aujourd'hui entre acheter des produits cosmétiques testés ou non testés sur les animaux. Par contre, vous n'avez pas ce choix en ce qui concerne les médicaments. Parce que selon la réglementation, tout médicament doit être testé sur un rongeur et un non-rongeur avant de passer aux essais cliniques chez les humains. Et cette exigence réglementaire date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est 70 ans en retard par rapport à nos connaissances actuelles. Et ce n'est pas par hasard que l'État et les industries gardent cette réglementation parce que ça leur convient tout à fait. Et là, je vais vous donner le deuxième exemple, et c'est le bisphénol A. Le bisphénol A est une substance chimique de synthèse découverte environ en 1900. En 1936, l'industrie pharmaceutique pensait utiliser le bisphénol A en tant que contraceptif pour les femmes, parce que c'est un faible estrogène. Le bisphénol A est un faible estrogène, mais il n'était pas suffisamment puissant pour être utilisé comme contraceptif, et donc l'industrie pharmaceutique l'a mis de côté. Par contre, l'industrie chimique l'a trouvé quelque chose de formidable, parce que ça rend le plastique souple, etc., transparent, etc. Donc pour l'industrie chimique, c'était quelque chose de formidable. Donc le bisphénol A s'avère comme perturbateur endocrinien, ce qui n'est pas du tout bon pour notre santé. Alors, vous allez me poser la question, comment est-ce que l'industrie chimique a réussi à mettre cette substance sur le marché? Eh bien, très facilement, puisqu'ils peuvent choisir l'espèce ou la souche d'animal pour prouver que leur substance n'est pas tellement nocif, eh bien, ils ont choisi le rat spragdolé. Le rat spragdolé, c'est vraisemblablement l'animal de laboratoire le moins sensible aux effets hormonaux du bisphénol A.
Alors par contre, si les autorités de réglementation auraient dit « Ah non, non, vous ne pouvez pas utiliser ce rat, c'est ridicule. Utilisez plutôt la souris CF1. » Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas eu le bisphénol A dans le monde parce que la souris CF1 est plusieurs milliers de fois plus sensible aux effets hormonaux que le rat sprague-dawley. Mais l'État, les autorités de réglementation ont permis à l'industrie de choisir le rat sprague-dawley, comme par hasard. Et voilà, nous sommes tous maintenant bourrés plus ou moins de bisphénol A. Donc, pour vous dire, en tant que vétérinaire, je ne vais pas tester un médicament destiné aux chevaux sur des perroquets. Évident, on rigole, c'est tellement évident. Alors pourquoi tester des médicaments destinés à l'homme sur des rats? Nous ne sommes pas des rats de 70 kilos. Alors, ce que je vous dis est tellement hallucinant, est tellement incroyable que peut-être vous avez de la difficulté à me croire. Ça m'a pris 40 ans et j'ai l'avantage d'avoir déjà d'être vétérinaire avant cette enquête, cette mission qui m'a poussé pour chercher des réponses. Alors aujourd'hui, nous avons les connaissances, nous avons la preuve qu'aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Nous avons les preuves. Et donc, c'est une question maintenant de communication. Parce que aussitôt que tout le monde va savoir ce que vous savez aujourd'hui, à mon avis, il y aura une telle colère, mais ce sera une bonne colère, qui va mobiliser. Une fois que vous êtes informé, ça va vous mobiliser. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut passer par le Parlement. Parce que pour changer les lois, il faut passer par le Parlement. Et les députés, ils réagissent à l'opinion publique. Et je suis très optimiste. Et là, je vais terminer. Je suis très optimiste parce que je vois que l'opinion publique est plus puissante que les lobbies, que la corruption politique ou industrielle. Merci beaucoup. Merci André. Merci André. C'était super intéressant parce qu'effectivement l'expérimentation animale n'est pas toujours très publiée ou vulgarisée et tu nous as vraiment dressé un schéma assez Et puis surtout, accessible en fait à tout le monde. Et puis surtout, tu as su mettre à travers, déjà quand on avait eu un échange Skype, puis après on s'est rencontrés, c'est de mettre en évidence cette espèce d'absurdité qui est complètement incroyable et qui est entretenue depuis tellement d'années, où on fait souffrir des animaux absolument de manière totalement inutile et complètement vaine. On est dans quelque chose de complètement absurde, et là c'est clair qu'on n'est pas du tout dans l'altruisme. Alors, on va faire venir justement... Alors, oui, je voulais prendre la parole par rapport à cela, parce qu'on va faire venir... Il y a des angoissés. Est-ce qu'on pourrait avoir de la lumière? Merci. Ah, d'accord. Super, des studieux. Nous allons faire venir, en fait, la collaboratrice de André, qui est Estelle. Donc, tu peux venir. Oui. Une femme, enfin! Pablo m'a fait la... Ah bah oui, t'as droit à ta petite musique. Pablo m'a fait la remarque tout à l'heure concernant les intervenants qui sont en grande majorité masculins aujourd'hui. Il y a eu Brigitte, il y a moi, maintenant Estelle. Isabelle est intervenue un petit peu tout à l'heure. C'est les circonstances qui ont fait que les intervenants sont majoritairement masculins aujourd'hui. Donc il n'y a pas du tout de machisme, de sexisme, c'est tout simplement les circonstances. Donc on espère que pour les prochaines journées mondiales de l'altruisme, il y aura effectivement plus d'éléments féminins qui prendront la parole, parce que l'altruisme ce n'est pas que masculin, c'est vraiment tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Où sont les femmes? Donc on vous attend, vous pouvez venir. Donc voilà. Estelle, nous allons te laisser la parole avec André pour effectivement nous faire connaître votre démarche et ce que vous faites aujourd'hui, quel est l'état actuel des lieux par rapport au monde des animaux dans l'expérimentation. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de nous avoir permis à Antidote d'être présent à cette belle journée.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et c'est vrai que ça m'a beaucoup émue, et notamment le discours de la petite Suzuki que je n'avais jamais visionné. Donc merci en tout cas de m'avoir fait découvrir cette vidéo. Pour rebondir ce que vient de dire André, moi je vais plus me recentrer sur un petit peu mon témoignage personnel qui a fait que je me suis rapprochée d'Antidote, ou que peut-être plutôt Antidote s'est rapproché de moi. Pour rebondir sur ce que vient de dire André, c'est vrai que Antidote Europe est un comité de scientifiques, André l'a bien expliqué, et on a vraiment un rôle de sensibilisation, mais on doit être quand même sur tous les plans, y compris au niveau législatif. Je pense que c'est quand même très important, malgré les remarques qui ont pu être faites et que je conçois. Mais je pense que il faut vraiment qu'on soit sur tous les plans. J'en sais quelque chose pour avoir tout simplement tracté en tant que militante dans la rue à l'occasion de la campagne Stop Vivisection qui avait eu lieu en 2005, c'est ça ? 2015, pardon. Pour avoir pu effectivement échanger des regards avec des gens, pour la majorité quand même assez sensibles à l'expérimentation animale et qui ignoraient un tas de choses dans ce domaine. Donc ces échanges que j'ai pu avoir furtivement avec les passants m'ont vraiment motivée à continuer en fait mon parcours que j'avais commencé au sein de diverses autres associations présentes, notamment dans cette salle. Mais je voulais aussi centrer un petit peu mon combat et peut-être permettre de plus efficacement donner un sens à la cause animale, notamment, qui m'a toujours touchée. À la base, moi j'ai travaillé en fait depuis plusieurs années dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, et c'est vrai qu'en toile de fond, il y a toujours eu la problématique de la cause animale. Et j'ai milité un petit peu, depuis 2008, j'ai connu Antidote Europe, et je me suis rapprochée d'eux en militant de temps à autre sur leur stand. Et donc il y a à peu près 1 an et demi, un petit peu plus, 2 ans, l'été 2016, André m'a appelé et il m'a proposé en fait de les rejoindre. Donc sur le coup, je lui ai dit, écoute André, moi je suis simple juriste, tu te rends pas compte, quand même il faut savoir que l'ancien président d'Antidote était chercheur au CNRS, donc un scientifique quand même de renom, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter? Mais si Estelle, tu vas pouvoir... Bon, d'accord. Alors j'ai saisi l'opportunité parce que la cause me touchait, donc j'ai essayé d'apporter tout ce que je peux à l'association et à la vie de l'association également. Et puis par rapport au sujet dont nous évoquons ici, qui est l'altruisme, c'est vrai que il y a 1 an et demi, en fait, j'ai fait des choix dans ma vie. Plusieurs choix. Donc le premier choix de rejoindre Antidote Europe et puis de quitter l'entreprise dans laquelle j'avais été pendant 8 ans, qui m'a beaucoup apporté, je ne renie rien, mais en même temps qui me laissait dans une certaine souffrance, même si en point de vue compétences j'ai beaucoup appris, mais je me suis dit il faut que là, Estelle, je fasse un choix pour moi-même et pour les autres aussi, par rapport aux causes qui me sont chères. Et donc j'ai quitté cette entreprise et je suis actuellement en recherche de poids. Alors, je ne suis pas en train de faire une petite annonce pour qu'on me recrute, quelque part, mais pour vous expliquer en gros que je me suis posée, je me suis dit, Estelle, qu'est-ce que tu veux faire, aussi bien bénévolement à continuer dans le développement d'Antidote, mes missions, et dans ta vie. Donc j'ai pris des directions et j'ai ouvert mon cœur, j'ai réfléchi. Et bien écoutez, depuis 1 an et demi que je suis au chômage, j'ai l'impression de faire plus de choses que quand je travaillais.
c'est un petit peu surprenant. C'est pas que je faisais rien à mon poste, hein, attention. mais en tous les cas, je pense que ce que disait Bruno ce matin en disant créer vos responsabilités, créer une responsabilité, je pense qu'en faisant un choix qui nous tient à cœur, en ouvrant son cœur vers des domaines qui vous touchent, eh bien, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc, ce que je peux apporter de mon petit témoignage, c'est que ouvrez votre cœur, posez-vous, si vous avez le temps, 5 minutes, et méditez peut-être. Peut-être qu'il faut méditer pour c'est bien, sortir des idées, je ne sais pas. Tu es en train d'introduire ce que j'allais proposer, c'est justement, on va faire une petite méditation tous ensemble. En tout cas, merci. Merci à vous. Alors, je vous invite à rejoindre vos